Bonjour groupe! C'est Vincent, présentement avec Marie-Claude Lasserre. Salut! Je me sens comme une vedette. On est ensemble pour faire un épisode complément en français sur la discussion que j'ai eue en anglais avec l'enseignant et biologie de l'évolution David Sanson. Mm-hmm. Cette année, on s'est fait demander à plusieurs reprises des références en français, soit parce que la personne ne parlait pas du tout anglais ou parce que c'était ardu de consommer des formats longs, des discussions, des livres en anglais. Fait qu'on s'est dit, bien sûr, quand on a une référence en français ou un titre qu'on a lu en anglais dans sa langue originale, s'il y a le titre en français, on va le partager. Mm-hmm. Mais là, on a aussi réalisé qu'il y a certains ouvrages, des articles scientifiques ou des conférences qui ne sont pas accessibles en français et qui ne seront probablement jamais traduits. Fait qu'on s'est dit, faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va faire? Fait que nous, on a le réflexe, on lit des livres, des ouvrages dans leur langue originale. Mm-hmm. Ça fait des années qu'on invite des gens au podcast en anglais. En anglais, parce que c'est leur langue principale. Parce qu'ils parlent pas français, en fait. Oui, parce qu'ils parlent pas français ou pas aisément en français. Puis, tu sais, notre quête, c'est de rassembler un certain savoir autour de comment l'humain vivait avant puis comment on gagne à vivre de nos jours. Puis, on veut aller à la source des idées. Fait que si on a un auteur coup de cœur anglophone, on va l'inviter. Par le passé, sur notre chaîne YouTube, on a fait des vidéos où on présentait des livres en français qu'on avait lus. Fait qu'on a couvert Movement Matters de Cathy Bowman. On a couvert L'histoire du corps humain, The Story of the Human Body de Daniel Lieberman. On a parlé aussi de James McKenna, son livre Safe Infant Sleep sur le sommeil partagé. Fait que c'est quelque chose qu'on faisait avant, mais pour notre chaîne YouTube, c'est des vidéos qui étaient montées principalement pour un format vidéo parce qu'il y a souvent des visuels. Fait que là, on a comme eu l'étincelle de OK, on peut amener ce genre d'épisode-là en français. Absolument. Fait que notre engagement à partir de maintenant, c'est que pour chaque invité anglophone qu'on va recevoir, on va faire un épisode complément en français, toi et moi, où on va nommer les grandes questions puis les réponses qu'on a reçues de la personne, puis bonifier avec des réflexions qu'on a eues ou des choses qu'on connaît additionnelles parce qu'on a étudié l'œuvre plus globale de l'invité. Parce que des fois, il y a comme une espèce de rideau, je pense, entre le savoir en anglais puis le savoir en français. Surtout dans l'univers du mouvement, je pense. Puis on est dans une position intéressante pour ouvrir ce rideau-là, je pense, puis aider à diffuser les connaissances en francophonie. Absolument. Puis je pense qu'on n'avait pas cette vision-là initialement. On s'était dit comme, il y a plein de choses qui se parlent, puis on va en parler un peu en français, mais on réalisait pas qu'il y avait réellement un gap, puis qu'il y a un décalage des fois de plusieurs années avant que les idées soient partagées. Puis aussi, juste mentionner que les épisodes complémentaires comme ça, c'est pour les personnes qui n'écouteront pas l'épisode en anglais parce qu'ils ne parlent pas anglais, mais c'est même pour les personnes, si toi, t'aimes écouter les épisodes en anglais, je pense que la discussion va enrichir tes réflexions parce qu'on va répéter certains concepts, mais on complète puis on enrichit les idées, Vince et moi. Fait que je pense que ça s'adresse à toute notre crowd. Ouais, il va avoir un petit peu de répétition si vous êtes à l'aise en anglais, parce que dans la discussion avec David, c'est les concepts qui sont abordés aussi, mais c'est comme Marc-Claude a dit, c'est complémentaire. On ajoute notre touche. Puis des fois, je pense, tu sais, comme toi, t'écoutes pas l'épisode avant de l'avoir édité, fait que ça te permet de découvrir des choses. Ils découvrent les épisodes en même temps que vous, là, des fois. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va parler de notre discussion sur la vie tribale avec David Sanson. C'était mon 2e épisode avec lui, parce que là, plusieurs années et avant qu'on ait un enfant, en fait, je l'avais invité pour parler de sommeil. Une de ses spécialités, puis c'est comme ça que je l'ai découvert, c'est qu'il étudie le sommeil des humains dans leur habitat naturel, c'est-à-dire qu'il est allé sur le terrain, il a étudié comment des chasseurs-cueilleurs dormaient. Et à l'époque, c'est justement la question que je me demandais. Comment est-ce qu'un humain dort? C'est à la fin de la première discussion avec lui qu'il me dit « Hey, by the way, j'ai un livre qui s'en vient. » En passant, j'essaie de traduire en français. Je parle en anglais. En passant, j'ai un livre qui s'en vient sur la vie tribale, sur la tribu.
Puis, il en a pas dit davantage, mais ça l'a mis une étincelle dans mon petit cerveau. Puis, je me suis dit, il va falloir qu'on se reparle. Fait que je suivais ses médias sociaux pour savoir quand ça allait sortir. Fait que, qui est David Sanson? Puis, pourquoi on s'intéressait à son travail? C'est un professeur en anthropologie biologique à l'Université de Toronto. C'est un jeune chercheur, moi, je trouve qu'il est dynamique, puis il est super accessible. Il avait accepté sur le champ mon invitation à l'autre podcast. Ça paraissait qu'il aime enseigner, qu'il aime partager son savoir. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une certaine affinité parce que sa famille, une partie de ses enfants viennent du Québec. Puis, à défaut de parler français, il est quand même fier de parler de sa famille puis du fait qu'un épisode en français va leur être accessible. Alors, famille de David, enchanté. Bonjour, apparemment, vous venez de Trois-Rivières, il l'a mentionné. Trois-Rivières. Fait que ça créait comme déjà un petit sentiment de connexion, c'était le fun. Fait que moi, je lui ai demandé, tu sais, c'était comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que fait un biologiste de l'évolution ou un anthropologue de biologique? Tu sais, c'est globalement, très globalement, là, c'est l'étude de comment les humains évoluent au fil du temps, comment on s'est formé biologiquement, puis comment on est lié à certaines espèces. Fait qu'un des champs d'études de David, c'est aussi la primatologie. Il étudie d'autres primates, parce qu'on est des primates la grande humains, famille. fait que les primates non humains. Mais aussi comment notre biologie, nos besoins biologiques sont influencés et influencent ce qui nous entoure, notre culture, notre environnement, et c'est quoi les répercussions de ça sur notre santé. Moi, la raison pour laquelle je vais vers des travaux d'anthropologue ou de biologiste comme ça, c'est parce que je me demande la question, comment vit un humain dans son habitat naturel? Parce que je vous jure, avant de tomber sur ces travaux sur le sommeil, je savais pas du tout la chronologie de l'humanité. Je savais pas c'est quoi l'habitat naturel vraiment d'un humain, c'est quoi notre mode de vie. On n'a jamais réfléchi à ça, vraiment. Ouais. J'ai comme découvert qu'on était chasseurs-cueilleurs la majeure partie de toute notre évolution. Tu sais, c'est ça qu'on aime du podcast, c'est qu'on découvre des choses avec vous puis on les partage. Donc, avant d'être à l'Université de Toronto, il faisait son post-doctorat à l'Université Duke sous la supervision de Charles Nunn. Et je le mentionne parce que ça paraît aussi dans son discours que David a énormément de respect pour ce chercheur-là. C'est un professeur d'anthropologie évolutive et de santé globale. Fait que c'est intéressant parce qu'il lie son champ d'études à la santé. Puis David le décrit comme un des anthropologues de l'évolution les plus brillants de la planète. J'ai comme, OK, wow. Et en plus, il est spécialisé en evolutionary mismatch. Fait que cette idée-là qu'il y a une discordance entre évolutive. Le mode de vie dans lequel on s'est développé puis le mode de vie actuel. Exactement. Fait que ce que ça veut dire, c'est quoi mismatch en français? J'ai essayé de traduire. Ouais, discordance. J'ai demandé à plein d'outils web de me le traduire. Puis, je sais pas en français, j'aurais dû vérifier, mais s'il y a une traduction officielle. Moi, je dis discordance. Je pense que j'ai déjà vu décalage aussi. Globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on vit pas de la façon qu'on a besoin. Pour être en santé, être sain. Pour s'épanouir. S'épanouir. Et c'est là que ça devient vraiment touchant, en fait. C'est que David parle dans son livre, sur son blog, puis dans le podcast, ouvertement qu'à cette époque-là, quand il travaillait dans ce laboratoire de recherche-là, il était ultra prolifique. Moi, c'est une chose qui m'avait épatée quand j'avais découvert son travail, c'est qu'il avait produit énormément de recherches et d'articles scientifiques. Pour avoir travaillé à HEC Montréal, je comprends le travail que ça implique. J'étais comme, voir qu'un jeune, que quelqu'un d'aussi jeune a déjà produit tout ça, puis j'étais épatée. Mais ce que j'ai su en arrière, c'est qu'il y avait le plus grand succès qu'il avait jamais espéré. Il y avait une stabilité financière. Je pense qu'il aimait son champ d'études, mais il se sentait misérable. Puis, il a vraiment réalisé ce qu'on entend dans tellement de philosophie, que le succès externe n'apporte pas nécessairement le bonheur. Puis intérieur, ça. Puis que, je pense que c'est en 2015 qu'il dit il juge qu'il n'y avait pas un tempérament dépressif, mais qu'il était sur le bord d'une dépression. Puis que si lui-même avait fait un sondage sur sa santé sociale à l'époque, que sa situation était absolument terrible et alarmante. Je pense qu'il associait une partie de sa dépression par
un sentiment de solitude ou d'éloignement par rapport aux personnes qu'il aimait. Puis, lui-même, il s'est demandé, OK, mais c'est quoi mes valeurs, c'est qui les personnes que j'aime? Puis, il sentait qu'il y a un changement qui était nécessaire dans sa vie. Puis, ce qui est encore plus fascinant, c'est que lui-même, son champ d'études, il était conscient de l'importance de la communauté pour bien vivre. Il était conscient que l'isolement social mène à des problématiques de santé sévères. Mm-hmm. Aux États-Unis, il en parle dans son livre, puis c'est cité abondamment, mais le chirurgien général Vivek Murthy a déclaré que l'isolement social, c'était une épidémie. Puis lui, ça le touchait tellement, l'ampleur de la problématique, les conséquences, que jeune, il hésitait lui-même, il avait de la misère à imaginer avoir une famille. Mm. Il hésitait à avoir des enfants parce qu'il s'est dit, je peux pas le mettre au monde dans cet isolement-là. Mm-hmm. C'est quoi l'impact que ça va avoir sur mon enfant et sur ma partenaire? Même au-delà de lui-même, il pensait aux gens autour de lui. Fait que la discussion, et le livre, en fait, qu'il a écrit, qui est finalement sorti, ce livre-là, Notre futur tribal, je sais pas si c'est le nom qui serait traduit en français. Ce que j'apprécie vraiment beaucoup de ce livre-là, c'est que c'est un ouvrage avant tout scientifique, mais on en apprend un peu sur sa vie, fait des liens avec sa vie personnelle, puis on sent que c'est une quête personnelle, puis c'est ça que j'aime des fois des auteurs qui me touchent le plus. Mm-hmm. C'est quand leur travail professionnel est lié à quelque chose qui leur tient profondément à cœur. Mm-hmm. Puis ce qui est intéressant, c'est que lui-même, de par ses recherches puis ses efforts, sa vie s'est transformée. Fait qu'on va jaser un peu de... Il incarne bien, quand même bien chaussé, comme cordonnier. Oui, ouais. oui, absolument. Parce que dans le domaine de la santé, des fois, il y a des cordonniers mal chaussés. T'sais, ils parlent de santé, ils nous disent de bouger, ils nous disent de bien manger, puis ils n'ont pas l'air heureux ou ils n'ont pas l'air bien. Puis c'est vrai, je juge qu'il est un cordonnier bien chaussé, puis que du moins, il fait des efforts délibérés pour créer la vie qu'il veut avoir. Fait que lui, dans son livre, il nomme que ce qui l'intéresse, c'est l'anthropologie évolutive appliquée, c'est-à-dire que oui, il montre des recherches puis des références pour expliquer pourquoi la vie tribale, c'est important, mais il essaie aussi d'outiller ses étudiants puis ses lecteurs pour qu'ils appliquent ces concepts-là dans leur propre vie de manière très concrète. Mm-hmm. Puis ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est ça. Fait que, vu que je suivais ses médias sociaux pour savoir quand le livre sortait, je savais qu'il s'était marié, parce qu'il en a parlé. Vu qu'il valorise beaucoup le lien social puis comment tisser du lien, il a comme créé des belles publications sur le fait qu'il s'affiliait avec quelqu'un. Ouais. Il a annoncé qu'il attendait un enfant, son premier enfant. Fait que là, je préparais le questionnaire puis je me dis, c'est sûr que la première question que je pose, c'est « Vas-tu faire du cododo? Are you gonna co-sleep? » Parce que c'est comme ça qu'on l'a découvert, par sa recherche sur le sommeil. Puis... Ses conclusions en faisant sa recherche sur le sommeil. Moi, initialement, je voulais juste savoir comment l'humain dormait. Je voulais juste savoir sur quel genre de surface, est-ce qu'on utilisait des oreillers. Je voulais entendre qu'on dormait sur des surfaces très rudimentaires. Puis je le savais d'avance parce que dans ses recherches, il y avait des photos que lui avait produites. Mais je voulais qu'il le dise. Marie-Claude est une nerd quand même. Elle avait lu tous les travaux de David Sanson, mais elle voulait l'entendre le dire. En fait, j'avais dit, je peux-tu partager les photos que t'as, puis il était comme, ouais, genre... des photos obscures sur des blogs secrets. Non, en fait, c'est la tribu des Hadza, qui est des chasseurs-cueilleurs. En Tanzanie, c'est une tribu qui est largement étudiée, mais des photos de sommeil, c'est vraiment, vraiment rare. Ouais. Fait que quand j'avais trouvé les scènes, j'avais sauté là-dessus. Mais c'est ça. Fait que je m'étudiais là-dessus. Fait qu'il a confirmé que les gens dormaient pas nécessairement avec des oreillers ou des couvertes. Ils dormaient sur des surfaces minces et rudimentaires. Lui, ce qu'il mettait de l'avant, c'est que l'humain dort avec d'autres humains. Mm-hmm. Puis c'est ça qui nous donne un sentiment de sécurité. Il dit, moi, n'importe qui arriverait là, dans l'habitat naturel, qui a certains dangers, personne voudrait... Je pense pas que personne tolérerait de dormir tout seul dans un coin, isolé des autres. Tu te sens pas en sécurité. Mm-hmm. Et il a même mis de l'avant la théorie du sentinelle, qui est que sûrement que l'humain se réveille, en fait, en tribu. Puis quand tu dis pas l'humain en laboratoire, mais dans une tribu, il y a toujours quelqu'un de réveillé la nuit qui surveille le feu, puis qui est là en partie aussi pour les autres. Puis des fois, il y a des discussions animées en plein milieu de la nuit. Ce qu'on imagine le sommeil humain, c'est juste pas ce que c'est dans la vraie vie, en guillemets, en dehors des sociétés industrialisées.
Et c'est comment on dormait, probablement pendant toute notre évolution, vu qu'on est des êtres sociaux, que cette caractéristique-là n'est pas juste récemment apparue. Non. Ouais. Fait que là, je me disais, je m'attendais à ce que sa réponse ce soit, sachant tout cela, oui, je vais dormir avec mon enfant. Et sa réponse était, on va tout faire pour faciliter cette ça, pour que ça fonctionne. Parce qu'en étant conscient que c'est difficile de l'appliquer à la moderne. Oui, exactement. Puis il disait justement que quand il posait la question aux mères dans ces tribus-là, est-ce que vous faites du cododo? Il nous regardait comme si j'étais, il a vraiment dit freaking crazy, genre. Il comprenait pas la question, il était comme, ben, c'est sûr, il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option que de dormir avec son bébé. Puis il a posé la question parce qu'il y a une perception dans notre société actuelle que le cododo, c'est dangereux. Puis il dit, quand tu leur poses la question, considères-tu que le cododo, c'est dangereux? Il dit, là, ils pensent qu'on a complètement perdu l'esprit. Tu sais, ils sont comme, ben non, c'est l'inverse, en fait. Tu sais, ça garde l'enfant en sécurité, vu qu'on allait, ça le garde nourri, ça le garde supporté, ça lui donne un soutien émotionnel. En fait, il verrait que t'es une mère négligente de pas le faire, genre. Ouais. Puis David, il dit qu'il base aussi une partie de sa décision sur les recherches qu'il appelle ses collègues à l'Université de Notre-Dame. Je suis pas mal sûre qu'il fait référence à James McKenna. Je pourrais lui demander pour confirmer, mais je sais qu'il est à cette université-là, puis c'est un anthropologue qui est comme... Ça fait des décennies qu'il étudie le sommeil humain, puis qui est en faveur du sommeil partagé. Puis David ajoute que le sommeil partagé est aussi associé à une réduction de la mort subite du nourrisson. Fait que pour tout ça, visiblement, ça lui semble valable. Et il rajoute, surprise, surprise, qu'il prépare un prochain livre, en fait, sur le sommeil social, la socialité du sommeil des humains. Fait que j'ai fait, OK, on s'en parle dans 2-3 ans, je sais pas. Fait que les recherches continuent. Et moi, ce qui m'a épaté, puis une question qu'on se demande, c'est, OK, si les anthropologues, les biologistes de l'évolution comme lui, ont ce savoir-là, puis ils croient au point où ils transforment leur propre vie puis ils l'appliquent, tu sais. Dans leur vie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un décalage aussi énorme avec les recommandations publiques ou la perception populaire? Ça, c'est une chose. Il y a plusieurs raisons pour tous ces niveaux-là, les recommandations publiques puis les discussions mainstream. Mais là, je n'ai pas pu m'empêcher de spontanément lui demander au podcast, comment ça, il y a un gap? Est-ce que tu sens qu'il y a un gap entre ton domaine d'études puis la médecine actuelle? Il a dit que ça progresse. Il y a un expert spécifique qui a mis sur la table l'idée de la médecine évolutionniste, je ne sais pas comment il faut le prononcer, mais c'est Randolph Nesse. Puis je pense que son livre, là, il est sorti dans les années 90. Des fois, c'est un peu déprimant quand tu regardes, ça fait 30 ans que quelqu'un en parle. Mais en tout cas, David Sartor n'était pas comme... semblait pas attristé ou inquiet. Il dit juste ça progresse, mais oui, on dirait qu'il y a un gap. C'est juste le fait que dans le discours populaire, le cododo, c'est vu comme avant-garde. Il disait ça, c'est avant-gardiste, mais c'est comme... On fait ça pendant des millions d'années. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que là, il me demande en retour comme, ben toi, t'as-tu fait du cododo, puis comment ça s'est passé? Puis j'ai été full honnête. J'ai dit, ouf, on l'a fait, puis il n'y avait aucune chance qu'on fasse autrement, mais on a trouvé ça plus difficile qu'on s'attendait. Puis là, il m'a dit quelque chose de vraiment beau. Il a dit, tu vois, il dit, c'est pas parce que c'est naturel que c'est facile, mais ça vaut la peine. It's worth it. Puis il dit, j'espère que ça va être ça que les gens vont retenir de la discussion d'aujourd'hui. Que c'est pas nécessairement facile de faire ça de nos jours, mais c'est il appelle ça, il a dit human work, genre. C'est un travail humain qui fait du sens. C'est ça, puis ça vaut la peine. Fait encore, chapeau pour ce genre de réponse. Moi, ça m'inspire tellement. Fait qu'après ça, on embarquait dans des questions qui me tenaient à cœur. C'est juste parler de l'évolution humaine puis de cette discordance-là qu'il y a entre avant et aujourd'hui. Lui, la chronologie humaine, il l'explique. En fait, c'est pas juste la chronologie humaine, mais en fait, comment, vu que son livre, c'est sur l'aspect social, en fait, c'était quoi les structures humaines au fil de notre évolution, en fait.
Puis, lui, il dit que pour l'expliquer, son illustration préférée, il appelle ça le human movie. Fait que le film humain sur l'humain, de l'humain. Puis, il dit, imagine un film de 100 minutes. Si on juge que l'espèce Homo avait vécu en campement, il estime, je pense que ce qu'il mentionne, c'est comme autour de 2 millions d'années. Un campement, c'est un regroupement de 25 à 30 adultes. Moi, je pensais que c'était initialement un campement, c'est 20 à 30 personnes, Humain. ou 15 à 30 personnes. Mais lui, il avait l'air de dire adulte, puis il est comme en périphérie des enfants. Il dit, le camp, en fait, le camp, c'est l'unité sociale de base de l'humain. C'est le plus petit groupe d'humains dans lequel on vit qui est sain pour nous. C'est comme le strict minimum. Exactement. Il dit ce n'est pas la famille nucléaire. L'idée que la famille nucléaire, c'est la plus petite unité sociale, c'est une invention. Genre, c'est une invention. Je pense, il cite que ça a été créé au niveau quand les soldats revenaient de la guerre. Je m'en rappelle même plus de quelle guerre, mais qu'ils ne savaient plus quoi faire avec eux, puis où les loger. Fait qu'ils ont créé les banlieues. Ils ont inventé les banlieues comme une façon d'accueillir une masse d'hommes qui devaient se localiser. Un parking à la famille. Ça a influencé les structures sociales par après. Mais en tout cas, c'est ça. Il dit la plus petite unité sociale, c'est le camp, depuis 2 millions d'années. Il dit si c'était à l'échelle d'un film de 100 minutes, c'est ce qu'on a vécu pendant 99,9 minutes. Tu sais, c'est comme... Moi, j'ai aimé comment il dit notre film, le film de l'humain, serait vraiment plate à regarder dans le sens où pendant longtemps, il se passe pas grand-chose. Il se passerait plein d'affaires, mais ce serait la même chose sans arrêt pendant longtemps. Sûrement une façon de le spice it up, là, tu sais. Mais il dit c'est vraiment dans la dernière minute et les dernières secondes, il dit que là, le film devient un film de science-fiction. C'est juste avec l'invention de l'écriture, ça fait qu'on a réussi à communiquer des idées à des plus grands groupes de personnes, puis à rallier des peuples plus grands, puis même à créer des nations. Mais l'idée qu'on vit en méga tribu, en méga groupe humain, on le vit en ce moment, mais ça correspond pas à ce qu'on a besoin. Puis s'allier à une identité nationale compte pas notre besoin d'interaction au quotidien. T'sais, on a besoin de vivre ensemble. Ces humains-là, on les connaissait intimement. On faisait tout pour... Pardon, Vince avait un petit cheveu. On faisait tout ensemble. On naissait ensemble, puis on mourait ensemble. Puis je pense que c'est un niveau de proximité puis de connaissance les uns les autres tellement grande c'est même difficile à imaginer. Genre, ça. On n'a aucun repère là-dedans. On n'a aucun repère là-dedans. Puis dans son livre, on n'en a pas parlé pendant le podcast, mais je vais le mentionner vite, puis on en a reparlé à plusieurs reprises, mais après le camp, c'est que les camps se regroupent en bandes de 150 personnes à peu près, puis les bandes se regroupent en tribus d'environ 1500 personnes. Puis c'est toutes ces structures sociales-là qui sont universelles, en fait. C'est qu'on va tous les peuples du monde, on va observer ce type de structure sociale-là, et c'est ce qui permet à notre espèce de survivre. Pas juste de survivre, de s'épanouir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il parle du fait, puis c'est ça son livre, c'est que Our Tribal Future, le futur de l'humanité, c'est de revenir à notre instinct tribal. Puis il cadre tout de suite la discussion sur le fait que le tribalisme, initialement, c'est vu genre juste négativement. C'est vu comme du racisme ou la haine de l'autre. De l'exclusion. C'est vu comme de l'exclusion. Il dit, mais si tu as un groupe social fort, si tu vises la cohésion, puis tu as besoin de cohésion pour t'épanouir, si tu crées une unité, un cercle, puis il y a des gens dedans, mais nécessairement, il y a des gens qui sont aussi dehors. Puis l'humain, le tribalisme, ça nous rend capable du pire, mais ça nous rend capable du meilleur aussi. Parce qu'on a un biais positif vraiment fort pour les gens dans notre tribu, tu sais, dans nos groupes sociaux. Puis moi, on dirait que ça m'a aidé à faire la paix avec une question fondamentale qui est des fois, est-ce que l'humain est bon ou mauvais, tu sais? Est-ce qu'on a justement un instinct animal violent, puis, en tout cas, méchant,
Mais il m'a fait réaliser qu'on est les deux en même temps, en fait. Mhm. Puis je pensais que l'humain était capable de duper juste quand ses besoins n'étaient pas comblés. Mais je réalise en fait que l'humain est prêt à être violent pour protéger les gens qu'il aime. Mhm. Comme une maman ours va être agressive pour protéger ses enfants, est à la fois protectrice et agressive. Tu sais, c'est comme... Ah ouais. violente. Est-ce qu'un ours, c'est méchant? Ouais. Dans un écosystème, non. Ouais, Ça va défendre ses enfants, tu sais. C'est ça. Fait que il y a d'autres réflexions sur l'humain parce que c'est quand même particulier que l'humain puisse planifier des crimes. Là. Fait que on va pas rentrer dans la discussion philosophique autour de ça, mais je pense qu'il voulait mettre de l'avant que l'aspect tribal, c'est en nous. On est des êtres sociaux et on veut se regrouper. Puis on va favoriser les gens proches de nous. Puis c'est pas juste négatif, il y a du beau là-dedans. Mm-hmm. Et ce qui arrive, là où il y a un décalage évolutif, c'est que en ce moment, si on se sent seul, puis si, mettons, aux États-Unis, c'est déclaré qu'il y a une épidémie de solitude, d'isolement, c'est pas juste parce qu'on n'a pas assez d'amis, genre. Mm-hmm. C'est pas juste parce qu'on a une vie comme tout le monde, puis là, on n'a pas assez d'amis, c'est que fondamentalement, nos structures sociales correspondent pas à ce dont on a besoin. On a parlé, tu sais, des méga, tu sais, le fait de vivre en méga cité ou nation. Mais tu sais, plus concrètement, le fait, mettons, qu'on va avoir une gang au travail puis qu'on rentre le soir toute seule avec notre famille, c'est dur à concevoir, mais c'est pas naturel. C'est pas humain. C'est pas humain qu'un enfant se retrouve avec 30 autres enfants dans une salle de classe avec juste un adulte présent. Tu sais, avant, il y avait des enfants plusieurs... du même âge, en plus. Du même âge. Il y avait plusieurs enfants de plein d'âge avec des adultes de plein d'âge. C'est comme ça qu'on grandissait. Ou juste l'anxiété sociale. Des gens qui disent « Ah, moi, je me sens pas bien en public, entouré d'étrangers ou quoi que ce soit. » On voit ça comme une maladie individuelle, mais en fait, c'est peut-être une réaction absolument normale. Le fait qu'on n'est pas supposé constamment être entouré d'étrangers. Nos ancêtres n'ont pas eu à gérer ça du tout. Non. On essaie, légèrement, mais on essaie dans un camp, puis on mourait dans ce camp-là, entouré d'à peu près les mêmes personnes, là, des inconnus. On n'avait pas tant que ça durant toute notre vie. Là. Puis sûrement que quand on en rencontrait, en fait, il devait en avoir, parce que surtout qu'à une époque, puis on l'oublie, mais il y avait d'autres espèces homo. Tu sais, il y avait d'autres... On n'était pas les seuls humains. Puis ils ont tous disparu. Mais fait qu'il y avait une variété d'interactions, j'imagine. Mais tu passais la majorité de ton quotidien avec ta gang. Disons, sur le territoire qu'on habitait, parce qu'on se déplaçait vraiment beaucoup moins aussi, on croisait pas des gens qu'on connaissait pas souvent. Puis je pense que quand tu croisais quelqu'un que tu connaissais pas, fallait que tu te poses la question, est-ce que je peux faire confiance ou non à cette personne-là? Puis c'est là que cette évolution-là a façonné comment on fonctionne. C'est justement quand il y a quelqu'un qui est face à nous, on va évaluer est-ce que je peux lui faire confiance ou pas. Puis on va essayer d'analyser est-ce qu'il y a des signaux qui me permettent de lui accorder ma confiance. Hey, mini pause pour dire que si t'aimes cet épisode, si cette discussion t'inspire, tu peux aider quelqu'un comme toi à découvrir ce contenu puis avoir un impact positif sur la vie de cette personne. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser un review au podcast de Vivace. Tu peux prendre ton téléphone, ouvre l'application d'écoute et laisse un commentaire maintenant. Tu peux juste écrire une chose que tu as aimé de l'épisode ou une chose que tu as réalisée. Pas besoin de te casser la tête. En faisant ça, ça permet de faire rayonner les idées que tu aimes et d'aider quelqu'un d'autre en retour. Merci. Fait que c'est ça. Notre évolution a laissé des traces. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est justement ça. Il explique que moi, je voyais le mismatch comme, OK, on ne vit plus dans l'habitat qu'on est supposé vivre. Mais ce qu'il apporte de plus, autant dans son livre que dans la discussion de podcast, c'est un exemple pour dire, c'est pas juste que ça concorde plus, c'est qu'on a des traits qui, dans notre habitat naturel, jouent en notre faveur, sont à notre avantage. Et si on n'est plus dans cet habitat-là, ça joue en notre défaveur. L'exemple qu'il va donner, c'est, mettons, les tortues de mer. Vous avez peut-être déjà entendu ça, mais les tortues de mer, les petits bébés qui éclatent sur le bord de la plage puis qui doivent aller dans l'eau, vont utiliser la lumière, je pense, de la lune pour s'orienter. Puis quand les villages sur le bord des plages s'urbanisent ou qu'il y a des gros hôtels puis qu'il y a des lumières artificielles, les tortues sont désorientées et ne peuvent plus aller à la mer. Puis ils vont se ramasser à juste errer sans direction, puis à mourir ou à se faire manger plus facilement par des prédateurs ou à juste jamais se rendre à la mer. Fait que, tu sais, c'est intéressant de dire qu'est-ce qui fait que pour l'humain, on a des traits qui jouent en notre faveur puis qui finalement jouent en notre désavantage.
c'est souvent donné l'exemple en alimentation, de dire on est programmé pour que s'il y a de la bouffe devant nous puis qu'elle est hautement nutritive ou calorique, qu'on veuille la manger. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que... Puis on a un avantage à ne bouger moins possible. Puis c'est pour ça que... Mm-hmm. C'est ce qui arrive en ce moment dans l'habitat où il y a plein de bouffe, on mange tout le temps puis on n'a plus besoin de rien faire. On diminue nos mouvements. Ce que David Sanson m'a fait réaliser dans le podcast, saisissant, on dirait que je ne le réalisais pas de cette façon-là, c'est si une espèce vit une situation de décalage évolutif, c'est souvent la première étape vers l'extinction. Mm-hmm. Puis concrètement, à l'échelle individuelle, ou pour comme l'individu, l'animal, c'est un mismatch va amener de la souffrance. Tu peux pas être en santé. Tu es dans un état plus de survie. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça la problématique avec l'aspect social, c'est qu'on pense que les structures sociales en ce moment, ce qui est normal, c'est ce qui est naturel. Puis on voit pas la problématique. On voit pas qu'on vit pas ce qu'on devrait vivre. Mm-hmm. Puis il y a des souffrances, il y a des mal-être, il y a des situations relationnelles compliquées qui existent parce qu'on est en mismatch. Mm-hmm. On n'est pas supposé vivre ça de manière perpétuelle. Parce qu'on n'a jamais vu d'autre chose, on ne sait pas d'où ça vient, ces affaires-là. Ça a l'air d'émerger de nulle part. Puis là, on va blâmer la chimie de notre cerveau, des affaires comme ça. Mais ultimement, tu sais, si on recule un peu, ben, on voit rapidement qu'il y a des gros trous, en fait, dans notre mode de vie. Là. Absolument. Puis dans le livre, il va citer, il va nommer autant les conséquences négatives de l'isolement que le positif d'être connecté. Fait que, tu sais, dans le négatif, qu'est-ce que l'isolement amène? Bien, il va citer, tu sais, la hausse en ce moment des dépressions, des maladies de désespoir, d'anxiété. Lui, vu qu'il est dans un travail universitaire, je pense que ça le touche particulièrement, mais il cite que en ce moment, il y a une étude qui aurait identifié que 10% des étudiants qui ont sérieusement considéré le suicide dans la dernière année. Mm. Puis il dit que c'était une hausse par rapport aux études précédentes. Là. Tu sais, c'est pas normal. Il faut reconnaître que c'est absolument pas normal. Puis lui, il en revient à la conclusion que l'isolement, c'est mortel. Ben, l'isolement, c'est une forme de torture. Ouais. C'est probablement la forme de torture la plus efficace là, dans les prisons, dans les centres. Des fois, ils mettent des gens en isolement, puis c'est pas pour rien, parce que ça casse les gens. Tu sais. Ouais. Fait que de penser qu'en ce moment, il y a une épidémie d'isolement dans notre culture, puis que parallèlement, c'est un outil de torture très efficace, tu sais, ça fait réfléchir. Là. Ah, sur l'impact sur nous. Ben oui. Il dit que la solitude prédit une augmentation de la morbidité généralisée. Fait que la morbidité, c'est la vie avec des maladies. Il cite spécifiquement que une femme, puis même un parent, en fait, qui a un enfant, puis qui n'a pas un réseau social fort, a bien plus de chances de vivre des dépressions. Mm. Puis encore une fois, je trouve que des fois, on le met sur le fait « Ah, c'est parce que tu as un enfant. » Tu sais, « Ah, c'est beaucoup de charge d'un enfant. » Tu sais. Puis là, c'est une dépression associée à juste la situation d'être parent, alors que c'est le fait d'être parent sans le réseau social réellement naturel dont on a besoin. Tu sais. C'est pas la faute de l'enfant. Non, tu sais, de dire « Ah, ça perturbe la vie d'un enfant. » Non, c'est parce que... ça met en lumière un mode de vie qui est pas humain. Qui est complètement brisé. Mais encore une fois, quand on a cette vision-là qu'on est supposé être une famille nucléaire, comme deux parents avec un ou quelques enfants dans une maison, puis que c'est ça la norme, puis si on est malade, on va chercher la réponse ailleurs, tu sais. Mm-hmm. Alors que la réponse, c'est que on essaie de chercher qu'est-ce qui cloche, mais en fait, ce qui cloche, c'est qu'il n'y a pas d'humain. Tu sais, ce qui cloche, c'est l'absence de d'autres personnes, mais c'est tough à identifier quand c'est juste ça qu'on a connu, tu sais. Ah ouais. Puis, il cite la Social Baseline Theory. Hey, je m'excuse, je n'ai pas pensé la traduire. Je sais pas comme... Social Baseline Theory. La théorie de baseline. Ouais. De James Cancon. En tout cas, je m'excuse si je m'en sacre le nom, mais il dit que il y a un niveau minimum de connexion sociale dont on a besoin, puis si on est en dessous de ça, notre système dépense plus d'énergie que nécessaire. Fait que ça aussi, je l'ai réalisé dans la discussion de podcast avec lui. Puis ça m'a frappé, là. Il est comme puis il a sacré, puis on a laissé son sac en anglais. Je pense qu'il dit comme si t'es tout seul dans la nature, you're fucking dead. Tu sais, comme t'es mort, là, tu peux pas survivre tout seul.
Puis... T'es mort en petit pépère, on va dire ça comme ça, en québécois. Comme... Toi, tu meurs ou ta lignée s'éteint parce que, tu sais, même, il dit, il y a des histoires de survivalisme où des familles vont aller vivre seules dans la nature, mais à l'échelle de l'humanité, c'est comme, il n'y a pas de suite à ça. Tu as besoin de plusieurs autres familles pour partager un pool génétique sain pour que l'espèce reste en vie. Fait que, tu sais, si t'es tout seul, tu as plus de chances de juste toi périr, mais aussi toute ta lignée, c'est fini. Là, c'est fini, tu sais. Puis notre espèce, c'est fini, tu sais. C'est que l'autosuffisance d'une famille, c'est impossible, en fait. D'un humain, c'est encore plus impossible, mais même d'une famille nucléaire, c'est... Ouais. Tu peux pas être autosuffisant, tu sais. Ou tu peux l'être à court terme, mais c'est comme tu dis, ta lignée s'arrête. Ouais. Il y a pas... Ça finit là. Puis, quand je lui ai nommé que moi, j'avais senti cette détresse psychologique-là comme maman, ça m'était en fait du bien. Il a dit, cette anxiété-là, Marc-Claude, est normale. C'est ton corps qui réagit à une situation anormale. Mm-hmm. Ta réaction de ne pas te sentir bien quand il manque des gens, c'est normal. Puis il dit, c'est une réaction qui dit qu'il y a probablement quelque chose que tu dois changer en ce moment. Tu sais, c'est juste d'amener, ça veut juste amener une réaction pour que quelque chose se transforme dans ta vie. Puis c'est là que je lui ai demandé, comme, toi, tes recherches, ça a été quoi l'impact sur ta propre vie? Puis c'est là qu'il m'a confié que pendant 10 ans, il pensait, tu sais, l'idée d'avoir des enfants, il voulait que sa configuration sociale change. Mm-hmm. Puis finalement, c'est en écoutant le documentaire Happy de Rocco Bellic. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai pris en note. C'est un documentaire sur le bonheur. Puis il se rappelle spécifiquement d'une scène d'un espace de cohabitation au Danemark. Je pense que souvent, les pays scandinaves sont nommés comme... des exemples. Des exemples par rapport au bonheur, mais aussi dans l'aspect ramener des éco-communautés. Puis la scène qu'il avait marquée, c'était qu'il avait vu des adolescentes qui passaient à la caméra, je pense qu'il parlait un peu, puis il était épaté à quel point il avait l'air confiante, puis bien dans leur corps, puis heureuse. Alors que de nos jours, il imaginait juste comme une ado, peut-être du même âge, tout seul dans sa chambre sur son Instagram, en train de vivre l'anxiété, puis avoir des pensées suicidaires. Tu sais, c'est comme le contraste de c'est quoi être un humain quand tes besoins sont répondus versus de nos jours. Lui semblait tellement grand. Il dit, un jour, si j'ai une fille, je veux que ma fille soit comme ça. Tu sais, je veux qu'elle puisse vivre ça. Puis il était comme, OK, je vais faire quelque chose. Tu sais, je vais changer les choses. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'il a fait des efforts pour activement créer son propre camp. Puis c'est là que l'aspect anthropologie évolutive appliquée embarque. C'est qu'il a créé un blog, puis dans son livre, il en parle. Lui, il appelle ça du camp crafting. Fait qu'il dit, la pression, c'est pas de créer ta propre éco-communauté, c'est pas de créer ta propre tribu, tu sais, parce que c'est des organisations sociales plus complexes, mais à ton échelle individuelle, tu peux créer ton propre camp. Fait que lui, c'est comme, de base, lui, ce qu'il a recréé avec de ses meilleurs amis, c'est juste qu'ils ont vécu sous le même toit. Je pense que nécessairement, il était 3 familles à Toronto. Mm-hmm. Puis, éventuellement, je pense qu'une des familles a acheté la maison d'à côté, fait que leur espace s'est un peu agrandi. Puis, il dit, tu sais, c'est une première étape qu'ils ont faite ensemble. Puis, il garde la vision à long terme d'avoir ce qu'il appelle une legacy land, fait qu'une terre à offrir en héritage, une terre d'héritage que peut-être là, justement, tu sais, il y a peut-être plus de monde puis plus d'installations, mais lui, c'était ça son focus initialement, c'est comme, j'ai des meilleurs amis, on se regroupe. Puis je pense qu'il parle que c'est dans le temps du COVID, alors que tout le monde a tellement souffert d'isolement, que lui, ils ont comme placé les morceaux, puis je pense qu'ils ont vécu cette période-là ensemble, puis lui, son niveau d'épanouissement était absolument supérieur à ce qu'il connaissait quand il était aux États-Unis, quand il travaillait aux États-Unis. Fait que, tu sais, ce qu'il met de l'avant sur les bienfaits de vivre connecté aux autres, c'est que, ben, ça améliore ta santé, ça améliore tes relations amoureuses, ça améliore le développement de l'enfant, ça amène un partage de ressources vraiment important. Il nomme que lui, il venait d'une famille de classe moyenne ou un peu basse, mais pas riche, puis que le fait de s'être allié avec d'autres familles, il a pu vivre à Toronto, puis avoir une maison avec un peu de terrain que ça aurait été inaccessible pour lui.
Parce que c'est ça. C'est un peu. Dans la culture, on s'est un peu fait convaincre qu'il faut tout avoir. Notre maison, notre voiture, notre blender, notre toaster. À partir du moment où tu cohabites, ben, tu peux avoir un item pour plusieurs familles, tu sais. On n'utilise pas tout le temps notre eau canne. Qu'on peut bien le partager, tu sais. Ben, faudrait que je pousse les recherches, mais j'avais entendu dire, puis ça fait tellement de sens que je me dis, j'ai-tu besoin de lire des études pour me le prouver, mais que l'individualisme était prôné, tu sais, l'idée d'avoir chacun sa maison, puis chacun ses bébelles, parce que ça fait rouler l'économie. Ben, au lieu d'avoir... Ben oui, si j'étais banquier et que j'aimerais ça que tout le monde ait une hypothèque à payer, puis un char, puis que là, t'es lié à ta job. Puis ouais, exact. Fait que, tu sais, c'est soutenu, peut-être. Je sais pas si ça a été financé ou créé à cause de ces gens-là, mais c'est définitivement soutenu par ces principes-là, tu sais. Ouais. Puis, c'est là, on n'est pas rentré en profondeur dans la discussion de podcast sur comment permettre à ce genre de communauté-là de vivre, parce que en partie, je réalise, on en a parlé pendant les ralliements du podcast l'année dernière. Les ralliements du clan, excusez, du clan Vivace. C'est un thème qui me tenait tellement à cœur, cette idée-là de vie de clan, qu'on a dédié deux épisodes spécifiques sur l'œuvre de David Sanson pour comme concrètement comprendre comment se créer un clan, puis comment créer l'autre niveau de proximité qui est encore plus accessible qu'un camp, en fait. Puis c'est, lui, ce qu'il appelle un groupe d'honneur, honor group. Mais moi, je l'ai traduit par cercle d'honneur, parce que je trouvais le cercle comme beau, là, la symbolique. Puis, ce qui nous fait réaliser, c'est que, OK, oui, comme un campement, c'est l'unité de base, mais on a le pouvoir d'agir sur notre vie dès maintenant sur des relations de grande qualité. Puis, il fait un éloge à l'amitié. Puis, il explique que on a des capacités sociales limitées. On n'est pas supposé avoir comme 500 relations profondes, tu sais. Il dit 3 à 4, c'est suffisant, puis c'est sain. Fait qu'il partage un sondage pour évaluer ta situation sociale. Puis si t'as 0 ou 1 ami, c'est inquiétant. Puis 3 à 4, mais 3 à 4, ça rend ça quand même très accessible. Puis lui, il explique dans le podcast, il appelle des fois des gens, t'es confident. Puis il donne des exemples de questions à se poser pour dire, est-ce que tu as ce type de relation-là, de personne-là dans ta vie? Puis pour lui, c'est est-ce que tu as quelqu'un à appeler en situation d'urgence? Juste ça, là, ça fait partie de la détresse qu'on a ressentie là, quand on était malade à l'ami de maison, on a déménagé de Montréal, nos parents sont plus proches. Puis on a des amis, mais tu sais, c'était comme, ça nous a fait conscience que c'est pas encore le niveau d'amitié que t'appelles même quand tu te sens comme en torchon. Est-ce que t'as quelqu'un à appeler en état d'urgence? Puis c'est la base, tu sais. Parce qu'on l'oublie, mais on en est en ce moment où ce qu'on est. Puis ça a pris des milliers d'années, tu sais, comme perdre le camp, tu sais, la tribu. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Fait qu'on peut pas du jour au lendemain se créer ça, tu sais. Ça va prendre du temps aussi le reconstruire. Puis là, c'est ça, ce que David explique, c'est que ça commence avec une bonne amitié, 2 bonnes amitiés, 3 bonnes amitiés, puis tranquillement, tu sais, tu crées ton camp, tranquillement, peut-être qu'on va réussir à créer des bandes, je sais pas. Mais tu sais, ça va prendre du temps, tu sais, puis ça va prendre peut-être des centaines, des milliers d'années encore, tu sais, revenir à ça. Puis c'est crève-cœur, mais il faut que quelqu'un commence, tu sais. Ouais, c'est dur d'évaluer combien de temps ça va prendre. Je sais pas. À partir du moment où on est conscient, ça peut être plus vite que quand on n'est pas conscient et on le perd. Absolument. Mais il faut que quelqu'un commence, tu sais. Puis comment on commence? Ouais. C'est ce qui mentionnait. Il avait la chance d'avoir des très bons amis, des très bonnes amitiés. Fait que je sais pas si un jour il va faire un livre sur comment se faire des bons amis, tu sais, dans le sens où c'est comme aie des bons amis puis base-toi là-dessus pour avoir ton camp, puis il donne des idées sur comment mieux communiquer en groupe parce que c'est inévitable qu'il va y avoir comme des conflits ou qu'il y a des choses à négocier quand on vit en gang. Puis c'est pour ça que dans le clan Vivace, on avait fait une section sur comme un épisode sur comment se faire des amis. C'est ça, c'est comme le cercle d'honneur. En fait, c'est la traduction de comment se faire des amis. Tu sais. Puis c'est pas intéressant. Les gens ont vraiment échangé des bonnes idées, des bons trucs, des bons témoignages. Fait que pour revenir à comment identifier les personnes précieuses autour de toi, c'est comme, est-ce que tu as quelqu'un à appeler en cas d'urgence? Est-ce que tu as quelqu'un à qui tu peux tout dire, puis tu vas pas être jugé?
Est-ce que tu es quelqu'un qui va être sincèrement heureux pour toi et pas jaloux quand tu as des succès? Ça, c'est quand même fascinant, tu sais. Puis c'est intéressant de réfléchir aussi à est-ce que nous, on est cet ami-là pour quelqu'un, tu sais? Parce que avoir des amis, c'est aussi être un ami. Ouais. Ça, c'est ce qui ressortait de... Recevoir du support, c'est aussi en donner. En donner. Ta. Puis, ouais. Fait que ce qui m'a touchée aussi, c'est ça, cette vision-là qui allie d'avoir une vision à long terme de ce qu'on veut créer pour nos enfants, mais d'agir concrètement dans le moment présent. Puis, une des choses qu'il a appris, puis ça m'a surpris quand même, c'est sa conclusion, c'est qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Lui a dit que des fois, tu rencontres des gens, puis tu as l'impression que genre il y a un super bon fit, puis que tu sais, cette amitié-là va grandir ou la personne va peut-être faire partie de ton camp. Puis au fil du temps, côtoyant la personne, tu réalises que peut-être le fit n'est pas bon. Et au contraire, des gens qui pensaient pas quoi que ça allait se passer ou qui semblaient incertains, puis que finalement, ça s'est avéré des bonnes relations. Fait que lui, il encourageait les gens comme à rester ouverts puis patients. Ben, tu sais, je pense quand même que la couverture peut donner un indice. Ouais. Sur comme ce que les gens aiment faire, mettons, ou ce que les gens... leur culture déjà à la base. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que l'humain, on crée notre propre couverture un peu. Moi, je suis un livre. Je dis, il y a des choses que je veux montrer aux gens. Puis nous, ce qu'on remarque dans la vie privée aussi, puis plus globalement, c'est qu'à partir du moment où on se rapproche de quelqu'un, ben, on ouvre le livre, tu sais. Ouais. Puis on voit plus juste la couverture, là. On voit l'histoire au complet, tu sais. Puis c'est là que ça peut être plus difficile, tu sais, parce qu'on n'a plus le contrôle sur ce qu'on montre puis ce qu'on montre pas. Plus on se rapproche, moins on a de contrôle là-dessus, tu sais. Ouais. C'est ça qui fait peur. Ben oui. C'est ça que dans une société des fois, ça peut être une belle surprise, puis des fois, ça peut être une moins belle surprise. Hein. Mais je pense qu'on brise beaucoup de liens parce qu'on a peur d'être vu. Ouais. Puis, si on a peur d'être vu, moi, la réflexion que j'ai aussi, c'est est-ce qu'on est prêt à accueillir l'autre, même sous ses mauvais jours? Parce que, comme tu dis, c'est facile de se créer comme un masque ou des boucliers, pas juste pour prétendre être quelqu'un d'autre, mais juste parce qu'on veut se protéger ou on pense qu'il y a des parties de nous qui peuvent pas être vues. Mais j'en viens à croire sincèrement que si on a un mal-être profond sur qui on est, c'est pas un problème individuel, c'est pas un problème d'amour propre, c'est parce que on est dans une situation où on doit constamment se prouver aux autres, puis on est constamment sur le point de perdre des liens sociaux. La volatilité des réseaux sociaux en ce moment est trop grande, puis je pense que c'est pour ça qu'on en devient insécure, puis qu'on n'a plus notre place dans le monde, puis qu'on manque de confiance en nous, c'est qu'on a l'impression qu'on est en quête de connexion puis d'amour, puis ça nous rend vulnérables parce qu'on n'est pas supposé vivre ça, tu sais. Non, on est supposé de vivre, de naître dans un clan. Tu sais, l'histoire, mettons que moi je nais dans un clan, ben, les gens me connaissent depuis que je suis né. Il n'y a rien que je cache. Là. Y a pas... Ils t'ont vu tout nu. Ils ont tout vu. Ils connaissent mon histoire. Ils ont vu mes bons coups, mes mauvais coups. Fait que, tu sais, comme... T'es bien plus toi, tu sais, parce que, justement, tu te crées pas une couverture pour essayer d'avoir l'amour des gens. Ouais. Puis de dire, il faut que je montre ça. Si je montre ces affaires-là, les gens ne m'aiment pas, fait que je vais les cacher. Mais je vais montrer ces affaires-là, puis je vais beurrer peut-être un petit peu pour être sûr d'être validé, puis d'être accepté, puis de bilingue, tu sais. Oui, l'appartenance à un groupe. En fait, c'est vrai que j'aurais pu le formuler comme ça, mais tu sais, l'aspect le tribalisme, c'est on a besoin d'appartenir à un groupe, puis on va le faire no matter what, tu sais. Puis, mais ouais, tu sais, même de réaliser à quel point les sphères d'intimité avant, comme, t'avais pas un immense jardin secret, j'ai l'impression, parce que là, on travaille sur l'hygiène naturelle. Puis je réalise que probablement que nos ancêtres, puis encore là, c'est dur de trouver des photos d'hygiène naturelle comme c'est dur de trouver des humains endormis parce que c'est des moments qu'on juge vulnérables. D'intimité. Mais avant, sûrement que... C'est spécial, là. T'as vu tout le monde tout nu. Pour nous, c'est inimaginable. C'est vrai, en tout cas. Mais genre que... J'ai lisé un récit sur les Inuits que ils dormaient dans l'igloo puis il faisait super chaud puis là, tout le monde était tout nu puis tout le monde est collé. Puis c'est inimaginable de nos jours. Mais c'était ça, tu sais. Comme, fait je me demande, le bien-être que ça apporte aussi, que justement, il n'y a plus de zone de noirceur puis de trucs qu'on doit cacher nous-mêmes parce qu'ils nous ont vus, On fait nos besoins en nature avec les autres personnes. Les enfants apprennent à faire leurs besoins en nature parce qu'ils voient tous les gens. Les parents. Puis, tu sais, t'imagines vivre ça de nos jours? En tout cas, c'est inimaginable. Il y a une ligne où je pense qu'on retournera, tu sais, quand tu parles de temps, je sais pas jusqu'où on va retourner à grande échelle. Je pense pas qu'on va retourner là.
Mais il faut se rapprocher de quelque chose qui est plus naturel parce qu'en ce moment, c'est juste insoutenable. On est au bout de l'individualisme en ce moment. Là. Ouais. Ça casse de partout. Là. Ouais. Fait qu'il faut aller dans l'autre direction. Puis là, ce qui est intéressant aussi avec David dans ses recommandations concrètes, c'est qu'il accorde beaucoup d'importance aux rituels. Fait que quand il y a des moments marquants, de les souligner, d'avoir des symboles qui unissent le groupe, d'avoir des secrets, d'avoir des choses justement qui restent dans le groupe, ça crée de la cohésion interne. Ce sentiment-là qu'il y a des choses que tu peux te partager que d'autres personnes ne connaîtront pas. Puis je lui ai demandé, pour terminer la discussion, s'il avait pensé à des rituels pour accueillir son fils dans le monde. Il a nommé une pratique, mais ce que j'ai retenu le plus, c'est qu'il allait appeler son garçon comme avec le nom de son grand-père. Qui est un Québécois qui s'appelle Roland. Roland. Fait que quand j'ai su qu'il y avait eu son garçon, pas longtemps après l'enregistrement, comme l'année passée, en l'enregistrant en novembre-décembre, c'est Roland en anglais. Fait que là, je lui ai dit bienvenue dans le monde Roland. Puis c'était comme. Fait que j'ai hâte de savoir maintenant comment son travail va évoluer sur le sommeil puis tout le reste de ses recherches, considérant qu'il vit avec un enfant maintenant puis que nous, on le voit, ça change sa perspective du futur puis ton rôle dans la société, tu sais. Fait que j'ai vraiment hâte d'avoir une discussion avec lui puis de savoir comme, tout ce qu'il a réalisé, juste au quotidien avec sa famille. Parce que c'est sûr que quand il a fini son autre livre, on l'invite. C'est sûr. Là. Puis j'espère même qu'il va en avoir d'autres, là, parce que... Peut-être un jour en personne, hein, je sais pas si... En tout cas, assuré. Ben, parce qu'un des trucs, c'est vrai, que j'ai demandé, c'est si nous, comme humains, quand il manque des gens autour de nous, notre système dépense plus d'énergie parce qu'on est dans une situation comme menaçante, est-ce que l'enfant, en fait, une partie de la détresse de certains bébés ou certains enfants, si le besoin de base, c'est d'avoir d'autres humains autour de nous, tu sais, si l'enfant, il est agité ou pas bien, ou même les bébés, c'est-tu parce qu'eux aussi sont très conscients qu'il manque du monde. Puis, il a dit comme, oh my God, j'ai pas comme d'études spécifiques par rapport à ça. Mais il a nommé avoir trouvé des études qui parlent, mettons, d'enfants uniques qui ont grandi sans avoir des alloparents, fait que des parents, je sais pas quand en français c'est alloparents, mais c'est comme d'autres adultes qui, le soin des enfants était une tâche partagée. Fait qu'un enfant unique qui grandit, c'est ça, avec une certaine forme d'isolement, qu'il n'y a pas d'autres enfants puis qu'il n'y a pas d'autres adultes, va avoir des problématiques ou des retards de développement à différents niveaux. Fait qu'il avait l'air de dire comme, je peux pas te dire que oui, tu sais, comme, dans l'immédiat, les enfants sont en détresse, comme ça a été étudié pour les adultes, mais il dit, je serais pas surpris de tomber sur des études qui le démontreraient, tu sais. Ben oui, ben on peut en déduire de d'autres façons aussi, tu sais. Là, c'est connu l'importance du pot à pot. Tu sais, même dans les hôpitaux, maintenant, ils pratiquent le pot à pot à la naissance. Puis c'est le meilleur indicateur pour un bébé qui est proche d'un autre humain, c'est d'être pot à pot. Fait que, tu sais, le bébé, juste ça, c'est un bon indicateur de l'importance de la proximité. C'est là que c'est intéressant d'étudier le travail de plusieurs anthropologues ou d'experts de d'autres disciplines, c'est qu'ils vont analyser une facette de la réalité différemment. Tu sais, David Sanson, lui, était focusé sur les structures sociales puis les dynamiques sociales. Mais, tu sais, il y a des chercheurs comme James McKenna qui vont étudier encore plus profondément le lien d'attachement par enfant. Il y a des auteurs qui vont étudier comme, justement, le contact peau à peau, la sécurité émotionnelle qui est créée de la mère à l'enfant selon les pratiques. Tu sais, fait que je pense que c'est notre but cette année au podcast de collectionner ces discussions-là pour créer un portrait plus ben, parce qu'on s'intéresse au mode de vie, puis le mode de vie, ça touche tout, en fait. Là. Fait que c'est de relier toutes ces choses-là. Tu sais. Fait que si tu aimes ce type de discussion-là, si ça résonne avec toi puis que tu as envie de plus de jasette, tu vas aimer les ralliements du clan Vivace. Tu peux t'inscrire en tout temps à vivace.maison/joindre le clan. C'est vraiment bizarre de pitcher en train d'infopub. On fait un ralliement par mois. Puis ça mixe ce genre de discussion-là, ben, de présentation-là où on parle d'un thème. Ça mixe la présentation avec une discussion de groupe. Parce que là, vous pourriez prendre la parole aussi, partager vos réflexions ou vos témoignages par rapport à cette discussion-là. Puis, je réalise de plus en plus qu'il y a une intelligence collective. Tu sais, si on est chacun dans notre coin à essayer d'appliquer des pratiques jugées alternatives, tu sais, à revenir à des pratiques ancestrales dans le contexte,
une partie du savoir vient pas juste de chercheurs, elle vient de nous. Elle vient de nos partages d'expérience. Puis on s'inspire les uns les autres. Ça donne des idées au quotidien sur, OK, oui, il y a des grands principes que tout humain peut suivre, mais après ça, spécifiquement dans des contextes variés, appliqués à plein de situations de la mère monoparentale ou les deux parents qui travaillent ou, tu sais, la maman à la maison, comment on trouve des solutions aussi à ce niveau-là de diversité. Nous, on voit que le clan va amener ça aussi. Spécifiquement, en 2023, on a fait 2 épisodes basés sur les travaux de David Sanson. Il y en a un qui s'appelait carrément « Comment créer son clan dans le monde réel ». Puis quand on a vu que c'est vraiment fascinant et intéressant, on a poursuivi avec la discussion comment se créer un cercle d'honneur / comment se faire des amis. Sur le thème des humains, on a continué avec un épisode sur honorer nos ancêtres pour voir comment on peut reconnecter à des pratiques de nos ancêtres directs. Fait que oui, l'ancêtre des humains, de voir nos ancêtres Homo sapiens de 200 000 ans, c'est une chose, mais comment recréer des liens avec notre lignée, des ancêtres plus proches dans notre lignée à nous. Puis même, comment parler de saines habitudes de vie avec ceux qu'on aime. L'aspect communication, c'est un peu nouveau dans notre discours, mais on réalise que c'est important parce que pour avoir de la proximité, de la cohésion, il faut se parler, faut échanger. Puis là, la rediffusion de ces discussions-là est accessible maintenant au monde du clan. Fait que les ralliements sont en direct, mais les enregistrements sont en accès illimité aux membres. Fait que, joins le clan pour un accès illimité aux enregistrements à vivace.maison/joindre le clan. Ou si vous êtes sur votre téléphone en ce moment, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram, vivace.maison. Vous pouvez écrire clan, puis je vais vous aider pour la suite. Bonne idée. Sur ce, à bientôt. Bye bye.